Bonjour à tous. Je m'appelle Andrea Gonzalez. Je suis professeure associée à McMaster University à Hamilton et je suis membre du Center Offord pour les études sur l'enfance. Le sujet du webinaire d'aujourd'hui est mesurer la violence familiale dans le contexte de la COVID-19, conclusion du sondage auprès des parents de l'Ontario. Bienvenue à la série des webinaires de Boost CYAC, Centre d'appui aux enfants et à la jeunesse. Il n'y a que quelques points administratifs. Pour les participants qui écoutent en français, cliquez sur Floor en bas à gauche de votre écran et cliquez sur le mot French. Pour voir et suivre la présentation PowerPoint en anglais, cliquez sur le mot Presentation en haut à gauche de l'écran. Pour suivre la présentation en français, parce que tous les diapositifs sont traduits, vous pouvez télécharger la version en français de la présentation en cliquant sur le mot Documents à droite. Vous pouvez avoir l'accès aux diapositives en français. N'hésitez pas à télécharger la présentation en anglais et en français en cliquant sur Documents sur la droite. Il y aura une foire aux questions pendant les 5 dernières minutes du webinaire. Pour poser vos questions, veuillez consulter la barre d'outils à droite, cliquez sur Messages et après Participants et écrivez votre question sur le clavardage. Vous pouvez soumettre votre question à tout moment, mais notez que je ne vais pas regarder vos questions jusqu'à la fin lorsque nous faisons les questions et réponses. Si vous regardez ce webinaire dans un groupe, s'il vous plaît, incluez la quantité des participants dans le groupe en cliquant sur Messages et la quantité de personnes. Alors, ça, ce sont tous les points administratifs et maintenant, nous pouvons commencer. Alors, c'est difficile que non à passer depuis le premier cas de la COVID-19 à la première personne qui a été identifiée positive ici au Canada. Et la pandémie de la COVID-19 a causé beaucoup de stress. Plusieurs personnes ont éprouvé les difficultés économiques, les autres difficultés à cause des mesures qui ont été mises en œuvre au niveau fédéral, provincial et municipal. Ces mesures sont appliquées, c'est ce qui se passe en ce moment en Ontario, pour réduire la transmission du virus à travers des mesures comme la distanciation sociale. L'évolution de la pandémie a laissé les agences de santé publiques, les gouvernements, les écoles, les organisations sans préparation pour faire face à cette situation pour répondre aux besoins de aidants, pourvoyeurs de soins et les parents pour faire face à ces mesures. En Ontario, entre le 17 et le 22 mars 2020, chaque province et territoire a déclaré l'état d'urgence. Les garderies et les écoles ont été fermées immédiatement. Et de nombreux ne sont pas réouverts jusqu'au juillet. Plusieurs services étaient annulés, plusieurs magasins étaient fermés, les services annulés. Mais dans la plupart des cas, les magasins
qui vendant l'alcool et du cannabis sont restés ouverts, sauf les boutiques de cannabis au Ontario et celles vendant l'alcool à Terre-Neuve et Labrador et l'île de Prince-Édouard. Et nous avons toutes les lois de la prohibition étaient en vigueur. Ça, c'était au mars. Cela a commencé en mars, mais une, il y avait une souplesse des restrictions en été et moins de restrictions au fil du temps. Et maintenant, nous sommes dans un autre état d'urgence, dans un confinement et les enfants se trouvent dans une situation d'apprentissage à distance dans toute la province. Voici un aperçu de ce qui se passe ici en Ontario. C'était publié par Santé publique Ontario et c'était quelque chose qui était produit tout au début des années 2000 de RAS. Et ce que nous pouvons voir dans la première vague entre mars et juin, il y avait une augmentation des cas qui a correspondu cette période de confinement et pendant l'été, il y avait une réduction de cas. Et commençons mi-septembre, en octobre, nous avons vu une augmentation. Et ici, au moins en Ontario, nous avons les chiffres assez hauts, comme 3000 cas positifs par jour. Alors, il y a beaucoup de variances dans chaque province. Je pense à la côte Est, ils font face à cette situation mieux. Nous savons qu'en Ontario, au Manitoba, nous avons des chiffres assez hauts. En Saskatchewan, les chiffres sont un peu plus bas. C'est similaire en Colombie-Britannique, mais ils ont réduit, aplatir la courbe encore une fois. À cause de ces chiffres qui changent chaque fois, la manière où le gouvernement fait face à cela change constamment. Et c'est une situation déstabilisante pour les pourvoyeurs de soins et pour les enfants. Alors, que savons-nous des autres contextes? En 2020, quand il y avait la déclaration de la pandémie de la COVID-19, nous n'avons pas eu de la littérature comment cette pandémie allait affecter les enfants et la famille et comment les mesures de confinement allaient les affecter. Mais nous avons eu quelques informations sur les désastres de climat, le déplacement aux causes de guerre et les autres types de conflits. Alors, tout au début, nous avons examiné la littérature pour mieux nous informer, pour faire le sondage que nous allions préparer pour voir, pour nous donner une analyse, une idée comment les familles ont répondu. Nous avons eu une méta-analyse comme une révision de plusieurs études et et cela n'a révélé pas aucune preuve démontrant un lien entre les catastrophes. Cependant, ils ont reconnu qu'il y avait beaucoup de hétérogénéité en dépendant de l'âge de l'enfant, le moment temporel. Alors, c'est difficile d'examiner ces études au fil du temps. Une deuxième étude a examiné la violence faite aux enfants et les catastrophes naturelles. Et cette étude a conclu que la violence augmente à la suite de nombreuses situations d'urgence par opposition aux conditions préalables. Et la polyvictimisation, c'est-à-dire l'exposition à de multiples types d'abus, semble plus commune lors des catastrophes. Les membres de la famille et les aidants de soins aux enfants sont habituellement les principaux auteurs de violence. Alors ça, c'était ce que nous avons trouvé dans la
la littérature au fur et à mesure que nous avons préparé notre sondage. Alors, nous avons pris une perspective, une approche socio-écologique pour mesurer la violence intrafamiliale aux différents niveaux. Alors, nous avons examiné des facteurs communautaires. Il y avait un effondrement des services de soutien social pendant les épidémies et au niveau du ménage, il y a les facteurs de risque comme les pénuries, le chômage, une augmentation de pauvreté, la pénurie alimentaire et puis l'insécurité alimentaire, la perte ou séparation des membres de la famille et les familles, les proches aussi, et une modification de la routine au foyer. Et au niveau des aidantes, aux pourvoyeurs de soins, il y avait une augmentation de stress, problèmes de santé mentale et toxicomanie, augmentation des mesures disciplinaires sévères et des pratiques parentales punitives et une diminution du fonctionnement de la famille généralement. Et au niveau de l'enfant, ça dépend du tempérament de l'enfant, mais nous savons qu'il y avait les augmentations des problèmes de santé mentale de l'enfant et avec la réponse au stress. Alors, tout au début, au mois d'avril, il y avait les rapports dans les différents médias que la crise de la COVID-19 a causé une hausse de la violence familiale. Et surtout, le risque de violence conjugale, ça a été consistant. Il y a les appels aux lignes d'assistance et ça arrive un peu partout, les cas de l'abus domestique, de violence intrafamiliale existent partout autour du monde. Il y a les personnes qui se trouvent dans les relations abusives, il y a une hausse. Alors, le gouvernement a répondu à cela. Je sais qu'en France et dans quelques endroits au Canada, il y a plus de soutien de financement. Ils ont offert les espaces dans les hôtels aux partenaires qui n'ont pas de sécurité. Ils ont augmenté le financement aux auberges aussi. Mais on sait moins comment cela affecte les enfants. Alors, alors, nous avons vu que le nombre de rapports d'abus d'enfants est en baisse, mais les agences avertissent que ce n'est pas bien parce que est-ce qu'il y a une diminution ou est-ce qu'on ne le voit pas? Parce que le nombre de rapports de la violence faite aux enfants est en baisse en Alberta et aussi aux États-Unis, mais ils pensent que la crise crée les conditions où nous ne savons pas. Il y a une grande écart de ce qu'on pense qui arrive et les chiffres qu'on voit là-dessus. Basé là-dessus, au mois de mars, nous avons lancé quelque chose que nous appelons le sondage auprès des parents de l'Ontario, le sondage auprès des parents de l'Ontario pour savoir comment les enfants jusqu'à 17 ans faisaient face à la crise. Et comme tout le monde était à la maison, il n'y avait pas la manière d'avoir un accès aux
participants, nous avons juste eu la possibilité de faire un sondage d'externalisation ouverte. Alors, nous avons fait un partenariat avec plusieurs agences, avec les unités de santé publique, avec les agences de santé mentale pour les enfants et la jeunesse, avec quelques conseils scolaires pour nous aider à transmettre le message du sondage. Et c'était, c'était à l'Internet, il fallait juste cliquer sur un lien et c'était anonyme. Alors, avec ce modèle basé sur les autres revues de littérature, l'impact des différents types de situations de crise, nous avons fait comme une carte et nous l'avons basée sur un modèle écologique, c'est-à-dire psycho-écologique. Alors, nous avons examiné, par exemple, l'indice de pauvreté ou précarité ou à une région géographique. Ça, c'était selon le code postal. Nous avons examiné aussi la composition du ménage, s'ils étaient emplois, s'ils étaient en chômage. Alors, le statut de l'emploi, nous avons posé les questions sur le niveau d'éducation d'aidante et nous avons demandé des questions sur la santé mentale, sur les compétences parentales. Je vais en parler plus dans quelques minutes sur la dynamique familiale, le conflit entre les partenaires, je vais parler là-dessus, et sur la consommation de l'alcool et du cannabis pendant les derniers 6 mois. Ici, il y avait un changement d'usage depuis la déclaration de la pandémie de la COVID-19. Et finalement, nous avons posé des questions générales sur l'état socio-affectif de l'enfant et modification de son fonctionnement depuis les mesures de confinement liées à la COVID-19. Je devrais mentionner que notre sondage, nous avons réalisé le sondage du mai, c'était lancé le 5 mai 2020 jusqu'au 19 juin 2020. Alors, c'était en direct pendant 8 ou 9 semaines. Nous n'avons pas mesuré la période en mars-avril parce que nous avons lancé le sondage en mai, mais les enfants ne sont pas rentrés à l'école jusqu'au mois de septembre. Alors, nous avons capturé la période du temps où les familles étaient tous ensemble au foyer. Je voudrais souligner la mesure que nous avons, l'échelle que nous avons utilisée. Nous avons voulu aborder les styles de discipline, un style parental autoritaire, mais comme c'était à l'Internet, nous n'avons pas pu poser ces questions. Alors, quand nous avons choisi les mesures, nous avons voulu choisir quelque chose que nous avons pu demander dans un sondage sur le web, anonyme. Alors, nous avons regardé les mesures psychométriques et nous avons examiné les questions spécifiques et les sub-échelles. Et nous avons choisi l'échelle des pratiques parentales. Alors, ça représente un style disciplinaire sévère et colérique, si cela existe. Et ce style parental est
a montré un risque élevé de maltraitement vers l'enfant. Par exemple, sur crier ou quand mon enfant ne se porte pas, je donne la fessée, j'utilise les mauvais mots. Et bon, il utilise une échelle qui n'est pas numérique, mais il y a les boules pour montrer le niveau de sévérité. Comment ils ont identifié avec cela. Au niveau de conflit, euh, conjugal, nous avons posé des questions sur la fréquence que la situation suivante est produite. Ils ont répondu comment ils font face à cela vers leur partenaire alors si elle était en colère, si elle critiquait, si les personnes se sont senties distantes ou renformées. Et l'échelle va de 0, pas du tout, à 3 beaucoup. Et finalement, nous avons, euh, nous avons voulu savoir sur les expériences durant la COVID-19. Nous avons basé sur l'information que nous avons sur ce qui s'est passé durant les désastres nationaux. Et c'est un type de réponse de oui ou non. Et c'était classifié dans 5 catégories. Une catégorie était liée aux expériences de la COVID-19, s'ils étaient sur la santé, si la personne était malade avec la COVID-19 ou si une personne avec eux vivait avec lequel la personne vivait était malade. Deuxièmement, il y avait la catégorie des ressources, perte de revenus, une possibilité d'accéder aux fournitures et nourritures nécessaires, accéder aux soins de santé habituels, une capacité de payer d'autres services publics. Et nous avons demandé s'il y avait une augmentation des conflits verbaux ou physiques. On a dû diviser les 2 catégories, mais bon, plus de temps pour interagir avec les enfants, avec les autres personnes. Et nous avons voulu savoir s'il y avait les conséquences positives sur les nouveaux liens avec des personnes, plus de temps pour faire des activités ensemble, prendre plus souvent des repas en famille, faire l'exercice ou l'activité dans la nature, être à l'extérieur. Voici les expériences sur les prestations de soins euh, pour leur travail, l'école et sur les enfants, si les enfants, s'ils ont géré l'apprentissage à distance. Et ça, c'était dans une échelle de pas du tout à beaucoup. Et maintenant, je vais présenter je vais parler des conclusions tirées du confinement initial. On était étonnés, c'était surprenant. Nous avons voulu avoir comme 2000 répondants, c'est-à-dire des aidants et des parents qui ont participé. Et nous avons terminé avec plus de 7000. Alors, des parents, des enfants jusqu'à 17 ans en Ontario. Voici quelques démographiques, les données démographiques de l'échantillon. Les plupart, presque 94% étaient des femmes. Nous avons demandé sur l'état civil. Les plupart d'entre eux, comme 86
4,4% étaient mariés, 6% étaient monoparentaux, 7% étaient divorcés ou séparés, 88,8% se sont auto-identifiés comme d'origine nord-américaine, européenne et 52% ont un diplôme universitaire, tandis que 64,9% ont un emploi à temps plein. Alors, il n'y a pas, c'est pas vraiment représentatif à tout le monde pour prendre en compte la diversité en Ontario, mais je vais parler là-dessus après. Au niveau de quelques conclusions clés, la COVID-19 a eu un impact négatif sur la santé mentale des aidants. Mais ce qui nous a étonné, c'était le nombre des aidants qui ont signalé des graves symptômes de dépression. 57. Ça ne veut pas dire une dépression grave, c'est pas un diagnostic, mais cela suggère que les gens ont éprouvé les symptômes élevés de dépression, surtout liés de ne pas être motivé, de se sentir bouleversé, d'être tout à fait stressé, de ne pas dormir bien. Alors, les choses comme ça étaient signalées. Et un aidant sur 3 a déclaré une anxiété modérée à grave pendant cette période. 17,3 ont rapporté un niveau modéré et 12% ont déclaré une anxiété grave. Une autre chose étonnante, c'était sur la consommation de l'alcool et cannabis. Alors, presque 46% des pourvoyeurs de soins n'ont déclaré aucun changement de leur consommation d'alcool depuis le début de la pandémie, tandis que 37,5% ont déclaré une augmentation de leur consommation. Et la plupart d'entre eux on n'a pas déclaré l'usage du cannabis, mais ceux qui ont déclaré, ils ont rapporté un changement de la consommation de cannabis depuis le début de la pandémie. 88% ayant déclaré une augmentation. Alors, ceux qui ont rapporté un changement de l'usage, la grande majorité ont rapporté une augmentation. Alors, ces chiffres nous racontent que les gens utilisaient l'alcool et le cannabis comme mécanisme d'adaptation, qui n'est pas quelque chose de bien. C'est pas utile à long terme de l'utiliser cela comme mécanisme d'adaptation. Et à la fin, nous avons demandé aux parents nous raconter comment la COVID-19 a eu un impact sur eux, sur leurs enfants, et c'était ouverte. C'était ouverte. Alors, nous avons eu un collaborateur qualitatif qui a fait une amalgamation de tout cela, mais j'ai pris quelques citations directement pour montrer ce que plusieurs des parents ont dit. Il y avait les préoccupations que les enfants étaient plus distants de leur activité, de leurs amis, les préoccupations sur les enfants qui ont eu les enjeux déjà de santé mentale, que cela était pire, c'était plus préoccupant pendant cette période de temps. Et même ici,
en Ontario, pendant la phase initiale du confinement, il y avait une pénurie de services. Plusieurs services n'étaient pas disponibles, mais depuis ce temps-là, plusieurs ont réouvert. Il y a les bons programmes pour aider les familles. Les autres enjeux étaient liés au temps devant l'écran. Et c'est un enjeu qui continue, étant donné que l'apprentissage en ligne continue, l'école en ligne, pour que les enfants puissent socialiser avec leurs amis. Alors, voici quelques réponses des expériences de la COVID-19. Presque une tiers des familles ont éprouvé un enjeu de santé entre mai et juin de 2020. 15% étaient qu'ils étaient malades, pas nécessairement COVID-19. 12% ont eu un de leurs proches, mais que ne vit pas avec elle, était malade. Presque 6% ont vécu le fait qu'il y avait un décès de leurs proches, pas nécessairement la COVID-19, et presque 8% ont rapporté qu'un de leurs proches a été hospitalisé. La moitié des aidants ont déclaré avoir eu des problèmes relatifs aux ressources. 34 déclarant une certaine perte de revenus. 13 personnes ont dit qu'ils n'avaient pas accès aux aliments, aux ressources. 31% n'avaient pas eu un accès aux soins de santé. 4% ne pouvaient pas payer le loyer, 5% ne pouvaient pas payer les factures ou les services publics et 15% n'ont pas eu accès à la technologie requise, ordinateur ou tablette ou l'Internet pour soutenir l'apprentissage à distance durant le confinement. Et au moins ici en Ontario, les conseils scolaires ont essayé d'envoyer les tablettes aux familles qui n'ont pas la technologie pour appuyer l'apprentissage à distance et pour aider à connecter les familles aux services d'Internet et de Wi-Fi. C'est pas étonnant qu'au niveau des expériences des aidants, parents ont rapporté qu'ils ont dû prendre plus de temps pour aider, pour prendre soin des enfants, de leurs parents, des adolescents et par exemple leurs grands-parents. Alors, au niveau des enjeux, les préoccupations, presque la moitié ont rapporté les difficultés avec la gestion de l'apprentissage en ligne de leur enfant et la gestion du temps d'écran de leur enfant et la gestion d'anxiété, de stress de leur enfant. 31% ont rapporté les difficultés avec la gestion de comportement de leur enfant et 48% ont rapporté les difficultés avec le maintien des routines ménagères, de l'organisation et de repas. Et aussi 40% des parents ont indiqué que le comportement ou l'humeur de leur enfant se sont détériorés parce que nous avons demandé avant la phase initiale du confinement et après la déclaration de la pandémie. Alors, 40% ont indiqué que les émotions et la partie affective et le comportement de leur enfant se sont détériorés. Et 32, une tiers des personnes, des parents et des aidants ont déclaré avoir eu un besoin d'aide pour gérer l'humeur et le comportement de leur enfant durant la pandémie. Et
Au niveau du fonctionnement de la famille sur le conflit conjugal, le moitié ont rapporté un niveau haut de conflit avec le partenaire ou leur épouse, et puis quelques-uns ont rapporté d'avoir explosé un haut niveau de conflit, euh, qu'ils étaient distants avec leur époux. 34% rapportaient les hauts niveaux de crier ou de critiquer leur époux, et un tiers ont indiqué une augmentation de conflits depuis le début. Alors, les aidants, les pourvoyeurs de soins ont eu des difficultés à appliquer des stratégies de discipline et à fournir des soins pendant cette période. Alors, cela est relié à l'échelle des compétences parentales. Un tiers des parents ont déclaré élever la voix ou crier davantage lorsqu'un enfant se comportait mal. 21% ont déclaré devenir assez frustrés ou en colère pour que leur enfant s'en rende compte. Et près de 40% ont indiqué de devenir pointilleux ou critiquer leur enfant lorsqu'ils sont stressés ou fâchés, et 21 ont indiqué avoir de longs arguments avec leur enfant en raison d'un mauvais comportement. Quand on a examiné les facteurs associés aux pratiques parentales sévères, nous avons trouvé que quelques préoccupations liées à la COVID-19 concernant la gestion du temps, l'équilibre entre le travail, cela a augmenté le stress avec les pratiques parentales sévères, d'avoir un enfant qui était ennuyé, qui était bouleversé, ou qu'il fallait il fallait entretenir cet enfant. Un statut d'éducation en bas était aussi lié avec les pratiques parentales sévères, les niveaux, les fréquences accrues de consommation d'alcool, les niveaux accrus de symptômes de dépression, les niveaux accrus de symptômes d'anxiété est aussi lié aux pratiques parentales sévères. Finalement, nous avons demandé aux familles ce qu'ils avaient besoin. Et plusieurs d'entre eux, un tiers, ont dit qu'ils ont eu besoin d'aide pour gérer leur propre stress, et un tiers ont déclaré avoir besoin d'aide pour gérer le comportement ou le stress de leur enfant. Plus de la moitié des parents ont déclaré qu'ils aimeraient recevoir des conseils sur le rôle de parents des parents. Alors, plusieurs parents ont parlé d'avoir un accès aux babysitters, aux personnes pour aider à prendre soin de l'enfant, les gardiens. Les parents, ils ont indiqué qu'ils avaient besoin d'aide avec l'apprentissage en ligne. Les aidants ont indiqué qu'ils avaient besoin d'aide pour la structure, pour l'aide avec leur enfant quand ils font le devoir. Quand nous avons demandé s'ils ont besoin d'aide avec l'aide, avec les conseils sur les compétences parentales, 84 ont indiqué qu'ils veulent avoir l'aide et les conseils par un site web. 59% ont dit qu'ils voudraient voir les liens les liens vers des vidéos. 40% ont parlé d'avoir des discussions en ligne sur le rôle des parents, tandis que 17% ont indiqué qu'ils veulent avoir une prospective. Alors, qu'est-ce que tout cela veut dire? Les familles vraiment vivent avec
des difficultés. Les familles ontariennes vivent des difficultés et ils ont besoin d'aide pour gérer leur propre humeur et l'humeur et le comportement de leur enfant. Et puis, je voudrais parler des limitations et orientations futures. C'était un sondage d'externalisation ouverte, alors nous étions limités. Il n'y avait pas de manière pour avoir un accès aux gens pendant cette période de temps. Nous, nous avons voulu dérouler le sondage le plus rapidement possible. Alors, nous avons eu une grande portée avec plus de 7000 répondants. Mais nous avons eu la limite au niveau de la généralisabilité. Il y avait une grande quantité de la population que nous avons pas atteint pendant cela, pendant le sondage. Le sondage est intersectionnel, c'est un aperçu dans la situation, dans le temps. Alors, c'était pendant cette période de 8 ou 9 semaines de mois en juin, mais nous voudrions faire un sondage de suivi à la fin du sondage. Nous avons posé la question si les gens veulent être contactés encore une fois et plusieurs d'entre eux nous ont donné leur coordonnées. Alors, nous avons des plans pour mener un autre sondage. Ce que j'entends de mes collègues et ce que moi je pense, parce que moi j'ai un enfant justement, il a 11 ans, il y a beaucoup d'épuisement, de fatigue, surtout maintenant d'être dans le deuxième état d'urgence, ben surtout ici en Ontario. Et les enfants ici en Ontario, ils apparemment vont retourner à l'11 février, mais je ne sais pas si c'est sûr et je ne sais pas comment les familles font face à la situation ou s'ils ont besoin de services davantage ou s'ils ont besoin des autres services en ce moment. Alors, si on demande si ces enjeux continuent d'être relevants ici, j'ai mis quelques grands titres des actualités d'un sondage qui était réalisé au Centre de toxicomanie et santé mentale de l'Ontario. Ils ont fait une étude d'un peu plus de 1000 aidants soignants personnes. Ils ont trouvé les conclusions similaires. Les femmes et les mères de la famille risquent de faire des excès occasionnels d'alcool durant la pandémie et ça correspond à nos conclusions sur la consommation de l'alcool. Il y a une hausse marquée des appels reçus par les lignes d'aide et les femmes ont des problèmes avec la santé mentale pendant la pandémie. Nous savons que la situation était meilleure pendant l'été. Les enfants allaient retourner à l'école, mais ces enjeux continuent toujours. Alors, au niveau des implications et les conséquences et moyens de réduire les effets secondaires de la COVID-19, il y a des recommandations des différentes agences. D'abord, il faut identifier, élaborer et diffuser des ressources fondées sur des données probantes au niveau de référence et je vais montrer un exemple, les matériaux développés par l'Organisation mondiale de la santé, en particulier liés aux stratégies de parentage. Deuxièmement, c'est élaborer des messages de santé publique axés sur la prévention. Si vous vous sentez stressé pendant cette période, c'est normal. Il
il faut trouver les manières pour limiter le stress. Par exemple, pour limiter la quantité des médias qu'on voit, d'être plus sélective avec les médias, de prendre les pauses pour se connecter avec les proches, avec les amis par les plateformes en ligne et demander de l'aide aussi si les gens sentent que le stress est trop. Une autre, il faut contrôler le besoin psychosociaux et ça c'est pour les personnes, les travailleurs en première ligne. Il faut vraiment surveiller les besoins psychosociaux au niveau de d'être exposé avec la famille, comment la distance sociale affecte les gens. Il y a une augmentation de problèmes de sommeil et puis il y avait une augmentation de usage de l'alcool et les autres substances et finalement de fournir des liens vers les ressources, la gestion du stress et les stratégies d'adaptation. Il y a plusieurs ressources, y compris par le Centre de toxicomanie et de santé mentale, CAMH, les autres sites ont des feuilles de ressources sur leur site web et renvoyer les gens vers leurs services sociaux de santé mentale aux besoins. Et voici quelques feuilles que j'ai déjà mentionnées. Ça, c'était avec le Centre des maladies, le CDC et l'Université d'Oxford et les organisations qui aident les enfants. Ils ont les feuilles de conseil avec un langage tellement simple. C'est facile à lire. Les mots sont simples pour aider les parents des conseils, comment faire face et aux situations, rester là calme, gérer le stress, garder le calme, entendre vos enfants et une autre feuille de conseil, rester positif, comment interagir avec vos enfants et comment interagir avec votre adolescente et les types de phrases que vous pouvez utiliser potentiellement. Et ces feuilles de conseils sont traduites en plusieurs langues et vous pouvez le télécharger au site web de l'Organisation mondiale de santé. Je voudrais brièvement toucher quand on voit la quantité de stress dans notre sondage. Nous avons demandé comment les parents aidants font face à cela, mais c'est-à-dire il faut vraiment se rendre compte si les parents sont stressés, avec un niveau de stress, ils utilisent les pauvres stratégies, les mécanismes d'adaptation. Cela va filtrer aux enfants. Et je voudrais parler de manière très brève sur les effets de stress sur le cerveau. Il y a deux zones. D'abord, nous avons l'amygdala qui détecte les éléments qui sont effrayant ou dangereux dans l'environnement. Par exemple, si on marche, on se promène il est noir dehors, quelqu'un vient, il faut fuir rapidement, c'est automatique et c'est immédiat. Mais l'amygdala
ne doit pas être la zone qui est en contrôle tout le temps. Ce que nous avons, c'est nous avons le cortex préfrontal. Et le cortex préfrontal régule la réaction de stress en faisant paraître la situation moins effrayante. Mais quand nos niveaux de stress sont hors contrôle, le cortex doit être en contrôle, mais c'est l'amygdale qui prend le contrôle. Alors, l'habilité pour processer les pensées de manière rationnelle ne marche pas au niveau de cortex préfrontal, c'est géré par l'amygdale. Et alors, il y a les pratiques parentales plus sévères, plus autoritaires. Il y a un risque augmenté dans l'environnement de la famille. Et au niveau de l'enfant, si le cortex préfrontal n'est pas en contrôle, ça affecte leur habilité d'apprendre pour processer l'information et cela fait que l'apprentissage en ligne est plus défiante. Et puis, les enfants se comportent mal. Alors, si on voit les enfants et les manifestations du stress, il y a ce niveau sous-jacent qui existe, qui contrôle la situation. Alors, je parle aux parents et aux enfants sur le stress. Je l'avais fait en janvier justement de l'année dernière pour leur fournir des bonnes stratégies de gestion du stress. Et cela marche sous toutes les conditions et c'est tellement important quand il y avait le stress chronique comme la situation actuelle. Et ce qui est clé, c'est de s'organiser, prendre de bonnes habitudes avec les routines, parce que plusieurs parents se sentaient qu'ils n'avaient pas de routine. Aider les parents développer les routines. Les routines va leur organiser et ils peuvent organiser la famille. La manière pour stresser, c'est lire un livre intéressant avec leur enfant, méditer. C'est vraiment difficile de dire, mais difficile à faire. Mais mais en principe, c'est une bonne stratégie, mais c'est difficile pour le pratiquer. Pratiquer la pleine conscience, manger sainement, dormir suffisamment. Nous savons que les aidants et les enfants ne peuvent pas adapter bien, se faire face bien s'ils ne dorment pas suffisamment. Écrire dans un journal, faire de l'exercice, aller dehors et chaque fois plus défiante. Mais n'importe quel type d'exercice qu'ils peuvent faire et continuer de se connecter avec les amis ou quelqu'un qui va leur encourager. Finalement, je voudrais remercier le reste de l'équipe. Ce projet était financé par le ASPC dans le cadre de l'initiative de lutte contre la violence fondée sur le sexe et du projet de promotion des familles en santé. Mais notre équipe de recherche ont transmis le message et les gens vraiment ont répondu à ce message que nous avons transmis. Les gens ont répondu de manière positive. L'équipe de recherche vient surtout de McMaster University et aussi de l'Université de Manitoba. Lil Tracy Afafi et Lil, je voudrais remercier Lil Tomir pour ses conseils et ses mesures de conceptualisation. Et je vais afficher mon mail, mon courriel, si jamais vous voudrez me poser quelques questions et je peux répondre à vos questions maintenant.
Je vais voir s'il y a des questions. Je suis en train de regarder. OK. La première question. Une copie de la présentation. Je comprends des notes que j'avais lues tout au début du webinaire. Vous pouvez télécharger les documents de PowerPoint en anglais et en français en cliquant sur le mot Presentation. Il faut cliquer le mot Documents à la droite de votre écran. Pardon. Je peux partager un lien où les documents de l'Organisation mondiale de santé avaient publié les documents. Ce que je vais faire, je vais partager cela avec Pearl, l'organisatrice du webinaire d'aujourd'hui. Elle peut partager, elle peut vous partager les liens. C'est pas disponible en français. Je sais pas. Vous parlez de du document de l'Organisation mondiale de la santé. Ils doivent être disponibles en français, justement. Quelqu'un a posé une question. Comment nous pouvons faire face à une famille qui a eu une perte de membres de famille pendant la pandémie? Je pense que c'était un des facteurs stressants qui nous affectait. Je ne sais pas comment ça a été pendant tout, comment ça a été à travers de tout le pays, mais surtout ici, plusieurs personnes ne pouvaient pas aller à l'hôpital et la quantité de personnes qui pouvaient assister à une funéraille était limitée. Il y a une limite de 10 personnes. Il y a beaucoup de littérature sur le processus de deuil et je peux fournir un lien à Paul pour aider une famille à faire face à ce type de circonstances aussi. Quelqu'un posait une question, est-ce que j'ai des idées comment cette étude peuvent être réalisées pour capturer la démographie en Ontario, les démographiques réelles. Il y a quelque chose qui se sont arrivées depuis les choses qui ont arrivé depuis le temps. Nous avons fait un partenariat avec l'Association Métis du Canada parce qu'ils veulent faire un sondage similaire. Alors, nous faisons un partenariat avec les différentes agences pour transmettre le sondage dans tout le spectre des personnes. Alors, nous avons une agence de communauté. Nous avons fait un partenariat avec un autre groupe de personnes diversifiées au niveau ethnique en Ontario, à l'est de Toronto, justement, et nous cherchons des autres partenaires parce que nous savons pas, par exemple, les familles plus vulnérables, nous savons pas ce qui se passe avec eux. Le département de statistique Canada, ils ont inclus des questions similaires là-dessus dans leur sondage. Ils ont utilisé l'échelle de surréactivité dans un questionnaire, un sondage qu'ils ont. Alors, comme ça, nous pouvons avoir une perspective plus répandue.
Quelqu'un avait dit qu'il veut répondre à un commentaire sur la réduction de rapporter l'abus ou la violence faite aux enfants. Pourquoi c'est étonnant? Bon, si ça c'est la question, pourquoi la réduction de la violence faite aux enfants est réduite? Les chiffres, les nombres sont réduits et partiellement, encore une fois, pendant la période du confinement, quelques personnes qui normalement fait la signalisation de la maltraitance des enfants, la violence faite aux enfants, ce sont les enseignants, les personnes qui travaillent dans les organisations communautaires qui voient les enfants pendant cette période du confinement. Ils n'ont pas vu les enfants. Alors pour cela, il y avait une réduction des rapports et peut-être nous n'avons pas les meilleurs numéros du contexte canadien. Nous avons peut-être pas les chiffres, mais il y a un rapport qui a été émis des Royaumes-Unis avec les chiffres similaires. Alors nous avons entendu parler des autres partenaires dans les autres pays comme l'Italie et Afrique du Sud. Ils ont vu une réduction de rapport vers les agences de protection de l'enfance. Je pense que c'est tu. Je vais justement écrire mon courriel encore une fois si jamais vous avez des questions. Euh, Parfois, je ne réponds pas immédiatement au courriel, mais avec plaisir, je peux répondre aux questions sur cela. Il est 2 heures. Merci d'être venu et merci pour cette invitation pour présenter et pour vous parler des conclusions initiales. Merci et bon après-midi.